Il y a des cris qui ne traversent pas l'air. Ils explosent à l'intérieur, silencieusement. Ils s'enfouissent dans la chair, dans l'âme, jusqu'à ce que le corps tout entier devienne une arme contre lui-même. Carl Jung savait que ce que nous refusons d'écouter ne disparaît pas. Cela s'accumule, cela s'empoisonne, cela finit par se libérer, brutalement, là où le monde ne s'y attendait plus. Quand une jeunesse étouffe dans l'indifférence, ce n'est pas l'avenir qui est détruit, c'est le présent qui implose, sous les regards distraits, sous les silences trop polis, sous les écrans et les rires forcés. La douleur d'une génération sans espace intérieur ne se voit pas toujours. Elle se camoufle dans la performance, dans la colère sèche, dans le vide des yeux fatigués trop tôt. Mais un jour, elle crie. Et ce cri n'est pas une demande d'attention. Ce n'est pas une provocation. C'est une déflagration de tout ce qui n'a pas été entendu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet abîme oublié, dans cette ombre qui a grandi sous nos pieds. Pas pour accuser, pas pour moraliser, mais pour comprendre, enfin, que la violence n'est pas née du vide. Elle est née de notre surdité collective. Et peut-être dans ce cri que personne n'a voulu entendre, se cache encore une dernière chance de réapprendre à écouter. Une jeunesse sans écoute devient une terre étrangère, même au milieu de son propre pays. Carl Jung savait que l'âme ne disparaît jamais lorsqu'elle est ignorée. Elle se déforme, elle se durcit. Elle cherche par tous les moyens à briser les murs invisibles qu'on a dressés autour d'elle. Quand l'enfant, puis l'adolescent, puis le jeune adulte tend la main et ne rencontre que le vide, il apprend une leçon silencieuse. Rien ne viendra le sauver. Alors il commence à construire ses propres armes, pas toujours contre les autres, souvent contre lui-même. Armes de colère, armes de repli, armes d'indifférence feinte, armes de rage désespérée. Il se bat non parce qu'il hait le monde, mais parce que le monde l'a laissé grandir seul dans un désert de réponses mortes. La violence qui surgit n'est pas une explosion soudaine. C'est l'éruption d'un volcan que personne n'a voulu surveiller. Chaque regard détourné, chaque promesse non tenue, chaque sourire vide a creusé la terre sous ses pieds. Et un jour, il tombe, ou il explose. Jung aurait dit « Ce que vous refusez de rencontrer dans votre maison psychique, vous le retrouverez dans la rue, sous la forme d'un ennemi que vous ne comprenez pas. » La société regarde la jeunesse avec peur. Mais cette peur est le reflet d'une dette qu'elle refuse d'avouer. Le manque d'écoute, le manque de présence, le manque d'âme. Aujourd'hui, nous continuons à avancer dans ce territoire blessé. Pas pour excuser, pas pour blâmer, mais pour regarder enfin dans les yeux d'une jeunesse abandonnée ce que nous avons laissé mourir en nous-mêmes. Une âme sans racines ne pousse pas, elle dérive. Carl Jung savait que pour qu'un être humain s'épanouisse, il faut un sol intérieur, un lieu invisible où il puisse plonger ses racines, puiser sa force, construire son sens. Mais quand l'enfance est privée d'ancrage, quand l'adolescence est livrée au vide, c'est une forêt arrachée qui tente de survivre dans un vent permanent. La jeunesse sans sol ne devient pas libre, elle devient instable. Elle oscille entre exaltation et effondrement, entre rage et apathie, entre rêves démesurés et renoncements précoces. Privée de racines, elle cherche des murs contre lesquels s'appuyer. Parfois des murs de béton, parfois des murs invisibles, dogmes, appartenance, violence partagée. Parce qu'une âme errante préfère la prison d'une identité imposée au vertige du néant. Jung voyait que l'absence d'ancrage dans l'être pousse l'individu à chercher des appartenances extérieures, pas par conviction, mais par survie psychique. Et ces appartenances, lorsqu'elles ne nourrissent pas l'âme, finissent par étouffer ce qui reste d'humain. Le jeune qui n'a pas été vu, entendu, reconnu dans son être profond, devient vulnérable à toutes les sirènes. La haine, la revanche, l'appartenance mécanique à n'importe quelle cause qui promet une place. Pas parce qu'il croit en elle, mais parce qu'il refuse de rester seul dans le vide. Aujourd'hui, dans chaque colère éclatée, dans chaque regard vide, dans chaque geste de violence sans nom, il y a une racine qui n'a jamais pu grandir, un cri que personne n'a entendu, un sol qui n'a jamais été faire. Ce que nous appelons aujourd'hui délinquance, violence, danger, est souvent le fruit amer d'une semence que nous n'avons jamais pris le temps de planter. Jung l'avait pressenti. Ce que nous ne cultivons pas dans l'âme
c'est la rue qui le cultivera à notre place. Et la rue ne cultive pas l'espoir. Elle cultive la survie brute. Aujourd'hui, nous avançons encore plus profondément vers cette compréhension, parce que sans voir l'errance intérieure de la jeunesse, nous continuerons à combattre des fantômes, sans jamais guérir les racines blessées. Quand l'âme est abandonnée à elle-même, elle n'accepte pas le vide. Elle invente des guerres pour se sentir encore vivante. Carl Jung savait que l'inconscient déteste le néant. Face à l'absence de sens, il fabrique des ennemis imaginaires, des causes urgentes, des batailles féroces, juste pour prouver qu'il existe encore quelque chose qui mérite d'être défendu. La jeunesse, sans ancrage, sans écoute, sans miroir pour refléter son humanité, devient une forge silencieuse où naissent des guerres intérieures, contre l'injustice ressentie, contre l'abandon invisible, contre la solitude qui ronge la moelle. Ces guerres ne sont pas rationnelles, elles sont existentielles. Elles surgissent parce que la douleur d'être ignoré est parfois plus insupportable que la douleur d'être puni. Un acte de violence dans ce contexte n'est pas toujours une attaque contre l'autre. Parfois, c'est un cri contre soi-même, un appel brutal pour être enfin vu, entendu, reconnu comme vivant. Jung comprenait que l'ombre, lorsqu'elle n'est pas intégrée consciemment, finit par envahir la conscience et lui imposer ses propres lois. Et l'ombre d'une jeunesse abandonnée ne demande pas la permission pour se manifester. Elle explose, elle brûle, elle détruit, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que personne ne lui a montré une autre manière d'exister. Aujourd'hui, nous regardons en face ce que nous avons préféré ignorer. Pas pour justifier les actes, pas pour nier les responsabilités individuelles, mais pour comprendre que derrière chaque explosion il y avait, bien avant, une infinité de petits abandons, une infinité de silences où la vie aurait pu être semée et où rien n'est venu. Jung aurait dit que ce que nous refusons d'accueillir dans la lumière finit toujours par revenir sous forme de nuit. Et parfois, cette nuit n'engloutit pas seulement ceux qui souffrent, elle finit par avaler toute une génération. Aujourd'hui, nous avançons plus loin encore, vers la source invisible de cette fureur. Parce que si nous ne descendons pas au fond du puits, nous continuerons à perdre ceux qui n'avaient jamais cessé de nous appeler. La société ne crée pas des monstres d'un coup. Elle façonne lentement ses propres orphelins émotionnels. Carl Jung savait que l'âme humaine a besoin d'être vue pour se construire. Pas seulement observée, vue dans son essence, reconnue dans sa lumière et dans sa fracture. Mais ce que la société moderne offre souvent, ce n'est pas un regard d'âme à âme. C'est un regard administratif. Un regard qui évalue, classe, juge, trie. L'enfant est noté, l'adolescent est évalué, le jeune adulte est filtré, le citoyen est contrôlé. Dans ce processus froid, il n'y a plus de place pour la lente émergence d'une intériorité vivante. Il n'y a plus d'espace pour l'écoute silencieuse qui permet à une âme de se sentir légitime d'exister. À force de mécaniser l'existence, nous avons fait de l'être humain une performance sociale. Réussir, produire, prouver, afficher. Mais que reste-t-il de l'être quand tout l'avoir s'effondre? Jung savait que priver un être humain de son espace intérieur revient à dévaster la terre sur laquelle il aurait pu grandir. La violence que nous voyons n'est pas seulement une réaction, c'est une conséquence. Conséquence d'avoir ignoré l'âme, conséquence d'avoir remplacé l'écoute par le jugement, conséquence d'avoir substitué l'accueil inconditionnel par des critères de rentabilité émotionnelle. Chaque jeune laissé à lui-même dans cette jungle sociale n'est pas seulement un individu en danger. C'est une alerte silencieuse que nous avons refusé d'entendre. Et quand les alertes silencieuses ne suffisent plus, elles deviennent des cris que personne n'avait voulu reconnaître comme légitimes. Aujourd'hui, nous continuons à descendre dans cette compréhension inconfortable. Parce que tant que nous traiterons les blessures profondes comme des problèmes extérieurs, nous continuerons à abandonner ceux qui n'avaient besoin, au départ, que d'une seule chose: être regardés, pleinement, sans étiquette ni condition, être reconnu comme existant avant même d'avoir réussi quoi que ce soit. Quand tout a été détruit à l'intérieur, il ne reste qu'un vide, un vide trop lourd pour être porté seul. Carl Jung savait que l'âme humaine ne supporte pas longtemps l'absence de sens. Face au vide, elle invente des refuges précaires, parfois beaux,
parfois destructeur. Quand une jeunesse grandit sans ancrage intérieur, sans écoute réelle, sans reconnaissance profonde, elle ne construit pas seulement de la colère, elle construit une solitude radicale, une solitude si dense qu'elle finit par devenir un vêtement, un masque, un langage secret que personne autour ne sait plus décoder. Dans cette solitude, il n'y a pas de rêve partagé, pas de futur clair, pas d'espérance formulée. Il y a juste la survie du jour, le repli, la méfiance, le cœur blindé. Et parfois, sous cette armure, une souffrance qui hurle sans émettre un son. Jung comprenait que l'isolement psychique est plus dangereux que la pauvreté matérielle, parce qu'il ronge l'âme de l'intérieur jusqu'à faire disparaître le sentiment même d'exister. Le jeune abandonné émotionnellement n'aspire pas toujours à la violence. Souvent, il aspire simplement à ressentir quelque chose qui prouve qu'il est encore vivant, même si ce quelque chose prend la forme d'une explosion, même si cela détruit ce qu'il aurait aimé aimer. Aujourd'hui, nous touchons cette vérité nue, cette vérité qui dérange, parce qu'elle révèle que les armes visibles sont souvent nées d'absences invisibles, et que derrière chaque regard vide, chaque poing serré, chaque acte désespéré, il y a presque toujours un enfant silencieux qui n'a jamais été entendu, un enfant devenu adulte sans jamais avoir eu le droit d'être fragile, sans jamais avoir eu l'espace pour construire autre chose que des murs intérieurs. Aujourd'hui, nous avançons vers le cœur même de cette solitude, parce que c'est seulement en regardant cette solitude en face, sans fuir, que nous pourrons peut-être un jour apprendre à guérir ce qui a été abandonné depuis si longtemps. La véritable guérison ne commence pas avec des discours, elle commence avec un regard qui ose rester. Carl Jung savait que l'âme blessée n'a pas besoin de grandes promesses, elle n'a pas besoin de solutions immédiates, ni de théories sur la rédemption. Elle a besoin d'être vue, vraiment vue, dans sa détresse nue, dans sa rage honteuse, dans son silence désespéré. Le premier pas vers la guérison n'est pas de réparer, c'est de rester. Rester quand le chaos surgit, rester quand la colère éclate, rester quand l'âme hurle son besoin d'être reconnue sans condition. Ce regard qui reste ne juge pas, il ne minimise pas, il ne détourne pas les yeux, il témoigne, il dit sans mots « Je te vois ». Je reconnais que tu existes même dans ta douleur. Brute, même dans ton échec apparent, même dans ta violence malhabile, Jung comprenait que la présence humaine authentique est en elle-même un acte de guérison. Pas parce qu'elle efface la souffrance, mais parce qu'elle empêche la souffrance de devenir une condamnation définitive. La jeunesse abandonnée n'a pas besoin qu'on la corrige. Elle a besoin qu'on la soutienne pendant qu'elle apprend, lentement, à redevenir un espace habitable pour elle-même. Et cela commence toujours par un regard qui refuse de fuir la laideur temporaire pour atteindre la beauté latente. Aujourd'hui, nous découvrons que la guérison collective ne naîtra pas de programmes massifs, de slogans criés trop fort ou de punitions mécaniques. Elle naîtra dans chaque regard individuel qui osera, face à la tempête intérieure, dire silencieusement « Je reste ». Et parfois, il suffit d'une seule présence stable pour empêcher une vie entière de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, nous avançons avec cette certitude, fragile et puissante, que le premier acte d'amour réel n'est pas d'agir, c'est de voir et de rester. Il existe des victoires que personne n'applaudit, des renaissances silencieuses, des guérisons invisibles. Carl Jung savait que les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Elles se passent dans l'obscurité d'une âme qui, un jour, décide de ne plus mourir en silence. Quand la jeunesse abandonnée trouve enfin un regard qui ne fuit pas, un espace qui ne juge pas, elle ne guérit pas en un instant. Elle commence à respirer, à son rythme, à travers ses ruines. Et parfois, ce simple souffle est déjà une victoire. Ce n'est pas la fin de la douleur. Ce n'est pas la promesse d'une vie sans blessure. C'est la naissance d'un autre rapport au monde. Un rapport où l'on ne combat plus pour prouver qu'on existe. Un rapport où l'on commence, timidement, à exister pour soi-même. La dignité renaît quand l'âme blessée cesse de se voir comme un champ de bataille. Quand elle ose, malgré tout, devenir un lieu habitable, un lieu habité. Aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est pas en réprimant la douleur que nous empêchons la violence. C'est en honorant le silence qui précède le cri. C'est en offrant, à ceux qui n'ont jamais été entendus,
la reconnaissance que leur existence seule est une valeur. La jeunesse qui explose est une jeunesse qui n'a pas été écoutée, mais la jeunesse qui renaît est celle à qui, un jour, quelqu'un a enfin tendu une présence. Pas une réponse, pas une solution, juste une présence. Et c'est dans cette présence, fragile et puissante, que commence la véritable guérison collective. Aujourd'hui, nous pouvons encore choisir. Choisir d'écouter ce cri que personne n'a voulu entendre. Choisir de regarder la douleur sans détourner les yeux. Choisir de rester, même dans l'inconfort, même dans l'incompréhension, parce que chaque vie sauvée par la reconnaissance est une victoire silencieuse sur l'oubli, et que dans chaque regard qui ose dire « Je te vois », renaît un monde que nous pensions perdu.